dermatologique d'Ahlada. Cette journée est lancée ce jeudi 11 juin 2026 dans l'enceinte du 10 centre. Des précisions à suivre. Une délégation de l'ambassade des États-Unis au Bénin, conduite par le chargé d'affaires, a échangé le mercredi 10 juin 2026 une visite de travail à la Fédération des radios communautaires et assimilées du Bénin, FERCAB. Cette rencontre a été l'occasion d'échanger sur le fonctionnement de la fédération, l'évolution de l'environnement médiatique. La direction du parti Force Cori pour un Bénin émergent FCBE a changé de main. C'est désormais Garba Yaya qui assure les fonctions de secrétaire exécutif national par intérim. Les premières mesures sociales du gouvernement Wadaï sont expliquées aux citoyens lors d'une conférence de presse le vendredi dernier. Deux ministres du gouvernement étaient face à la presse. En voilà pour le sommaire. Le développement, c'est dans un court instant. Le centre de dépistage et de traitement de l'ulcère de Burili d'Alada organise la première journée dermatologique d'Alada. Cette journée est lancée ce jeudi 11 juin 2026 dans l'enceinte du 10 centre. Au cours de cette première journée, toute personne peuvent aller se faire consulter gratuitement. Démarrer ce jeudi, les activités prennent fin le samedi prochain. Précision avec le docteur Fabrice Akpadja, médecin dermatologique du 10 centre. Il s'agit des premières journées dermatologiques d'Alada. C'est une activité donc scientifique qui va regrouper tout ce qui concerne le personnel de santé, les personnels scientifiques, mais aussi la population en général. Une activité qui permettra donc de parler des problèmes de peau, des recherches sur les maladies de peau et des solutions à proposer pour améliorer donc la condition ou les conditions de vie de la population. Le but déjà, dans un premier temps, c'est de pouvoir faire découvrir la population d'Alada et ses environs et au-delà donc toute la population béninoise, l'existence d'un service de dermatologie vénérologie au centre de dépistage et de traitement de l'ulcère de Burili d'Alada. Et c'est ce service avec les dirigeants de cet hôpital qui organise ses premières journées scientifiques intitulées Journée dermatologique d'Alada. Donc, il y a 3 journées qui sont consacrées à ces activités. La première journée, donc, d'aujourd'hui, le 11 juin 2026, est consacrée à 2 types d'activités. La première, c'est d'abord un service rendu à la population. Ça consistera à faire des séances de sensibilisation pour conscientiser ces populations sur les problèmes de peau, les comportements à avoir pour éviter certains problèmes et quand il y a des problèmes de peau, comment faire pour aller se faire soigner. De la même manière, on doit pouvoir dire à cette population, venez, on va voir si vous avez déjà des problèmes de peau. Et ça, c'est ce qu'on va appeler la consultation foraine gratuite. Tous ceux qui ont des problèmes de peau vont venir aujourd'hui spécialement, on va les voir sans prendre de l'argent et on va leur dire ce qu'il faut faire. Ça, c'est ce qui concerne la population. Le deuxième volet de cette journée qui va continuer donc les 2 jours suivants, c'est le volet scientifique. Ça va regrouper alors les médecins, les personnels médicaux, paramédicaux, les scientifiques en général. Et dans ce cas, c'est pour parler des recherches, des études qui ont été faites dans le domaine de la dermatologie, des acquis et les résultats seront partagés entre collègues, entre scientifiques, entre personnel médical et paramédical. Donc, c'est les 2 volets, volet social et volet scientifique. L'appel à lancer, c'est déjà donc encore d'inviter la population à sortir massivement aujourd'hui, puis c'est seulement aujourd'hui qu'on peut faire la consultation gratuite, qui nous rejoignent encore, on est là jusqu'à 16h, on est là pour les recevoir et de façon gratuite. Et quant aux collègues scientifiques,
ils ont encore demain et après-demain pour nous rejoindre, pour pouvoir partager leurs expériences et découvrir également les avancées dans le domaine de la dermatologie vénérologie. Ça prend fin donc le samedi. Donc c'est 3 jours, jeudi 11, vendredi 12 et samedi 13 à 15h. On va finir donc le samedi et ce sera donc la fin des premières journées dermatologiques d'Alada. Une délégation de l'ambassade des États-Unis au Bénin, conduite par le chargé d'affaires, a effectué le mercredi 10 juin 2026 une visite de travail à la Fédération des radios communautaires et assimilées du Bénin FERCAB. Cette rencontre a été l'occasion d'échanger sur le fonctionnement de la fédération, l'évolution de l'environnement médiatique béninois ainsi que les principaux défis auxquels font face les radios communautaires. La direction du parti politique Force Corée pour un Bénin émergent FCBE a changé de main. C'est désormais Garba Yaya qui assure les fonctions de secrétaire exécutif national par intérim de ce parti, prenant les commandes d'une formation politique qui a opéré un tournant stratégique majeur en rejoignant officiellement la mouvance présidentielle bâtie autour du président Romuald Wadain. Rappelons que l'ancien secrétaire exécutif Paul Rompé a déposé sa démission le 28 mai dernier. Le président béninois Romuald Wadain a accordé hier mercredi 10 juin 2026 une audience à la délégation de la Banque ouest africaine de développement BOAD conduite par son président Serge Ekwe. Les échanges ont permis de faire le point de la coopération entre le Bénin et l'institution financière régionale, particulièrement en matière de financement des projets structurants. Les deux parties ont également examiné les perspectives de renforcement de leur partenariat afin de mobiliser davantage de ressources pour accompagner les priorités de développement et soutenir la croissance économique du Bénin. Vous êtes sur le journal, 13 heures passées de 11 minutes. Les premières actions sociales du gouvernement Wadain sont expliquées aux citoyens lors d'une conférence de presse tenue le vendredi dernier. Deux ministres ont clarifié le contenu des décisions sociales issues du Conseil des ministres du mercredi 3 juin 2026. Il s'agit des ministres Benjamin Rumpati en charge de la santé et de son collègue en charge du porte-parole du gouvernement s'agissant des décisions sur le plan sanitaire. Le ministre Benjamin Rumpati précise que des dispositions sont prises dans toutes les formations sanitaires pour la réussite. En fait, dans la vraie vie, aujourd'hui, déjà, quand vous allez dans un hôpital, on vous soigne. Ce qui se passe, je prends l'exemple du CNHU, vous allez au CNHU aujourd'hui, vous avez un souci de santé, quand vous arrivez, on vous prescrit quelque chose qu'on appelle passage, qui est en fait ce qui permet d'avoir accès, la consultation plus l'accès aux premiers soins. Et vous allez faire les formalités pour ce passage, et c'est après ça que vous prenez les médicaments de premier pour prendre un abord veineux et consort pour qu'on vous soigne. Ce qui va changer aujourd'hui, ce qui est en train de changer, c'est qu'au niveau du service des urgences aujourd'hui, là, tout de suite là, il y a une série de médicaments qui ont été identifiés par rapport à ce qu'on peut déterminer comme urgence vitale. C'est pas une masse. Mais tous ces médicaments-là sont disponibles dans une armoire au niveau du service des urgences. Si c'est pas une armoire, pour le moment, pour ceux qui n'ont pas d'armoire, c'est dans un dispositif qui est là. Donc, dès que le patient vient et on sait que c'est de ça qu'on a besoin, on tend la main, on prend, on soigne. Le temps après qu'il aille à la pharmacie pour aller faire les formalités qu'on sort après. Mais là, dès qu'il arrive, on ne calcule rien du tout. On prend ce dont on a besoin,
et on le soigne. Je prends l'exemple type de quelqu'un, on voulait parler de cas de quelqu'un qui fait une hypoglycémie. Vous savez, l'hypoglycémie peut tuer. Et c'est ce que j'appelais quand j'apprenais la médecine le miracle. Vous avez des gens qui viennent dans le coma, ils sont dans le coma, ils sont dans le coma, ils viennent aux urgences. Tout ce que vous avez à leur faire quand il y a une hypoglycémie, c'est de leur mettre un abord veineux et de leur mettre quelques gouttes de sérum glucosé. Mais faudrait-il encore qu'il y ait les cathéters qui soient là aux urgences tout de suite, le sérum glucosé qui soit là aux urgences tout de suite. Vous faites ça, c'est miraculeux. Il ouvre les yeux, se met à parler et on croit qu'il est ressuscité. Mais il faudrait que ces intrants soient disponibles là tout de suite pour qu'on les utilise. Et c'est ça aujourd'hui que nous sommes en train d'implémenter au niveau de tous les hôpitaux déjà et au niveau des centres de santé pour ce genre de situation qu'on n'attende pas. Un enfant qui convulse, il suffit d'avoir une ampoule de diazépam, juste de casser ça et de le mettre en intrarectal, les convulsions s'arrêtent automatiquement. Donc il faut que ce minimum-là soit disponible. Voilà. Et ça, vous voyez bien que c'est assez simple à mettre en place. Après, ce qui préoccupait les hôpitaux, c'était les questions de recouvrement. Et le président l'a dit, on soigne d'abord et après, on discute des questions de recouvrement. On n'en fait pas une priorité. Sur la question de la sensibilisation, je pense que depuis avant, c'est ça, bon, la machine de la continuité. Avant, le président avait déjà annoncé ça déjà lors de la présentation de son projet de société. Et dès lors, on s'est déjà entendu pour commencer déjà la mise en place. Et avec l'ensemble des directeurs d'hôpitaux, des directeurs du département de la santé, des médecins coordonnateurs de zones sanitaires et des médecins-chefs, nous avons tenu déjà plusieurs séances pour faire les simulations nécessaires, pour travailler sur le concept, pour établir un document de base que nous allons mettre en place pour pouvoir dérouler cette initiative. Donc, c'est vous dire que cette sensibilisation-là a déjà commencé par les responsables qui ont décliné ça après au niveau de leurs collaborateurs, au niveau des structures. Donc, aujourd'hui, en fait, tout le monde sait déjà ce dont il s'agit. Et il s'agit après d'une question d'organisation de services pour que dans la réalité, à tous les niveaux de prise des urgences au niveau des hôpitaux et des centres de santé, qu'on puisse opérationnaliser le concept. D'après ces clarifications, la mesure est déjà active dans les différentes formations sanitaires du Bénin. La mesure a déjà commencé puisque le président de la République, le mercredi, comme vous avez pu le constater dans le communiqué du Conseil des ministres, que c'est déjà mis en œuvre immédiatement. Et donc, comme je l'ai dit, on avait déjà commencé à faire la préparation. Donc, en fait, les soins étant déjà administrés de façon courante, il suffit juste de veiller à ce que les médicaments soient au niveau des urgences. Donc, aujourd'hui, dans toute structure sanitaire, si quelqu'un vient et on évalue que c'est une urgence vitale, on doit pouvoir lui administrer les soins immédiatement et le sauver, quitte à voir le reste après. Sur la question de la solvabilité, nous avons déjà il y a eu beaucoup de pratiques, effectivement. Vous savez, vous ne savez pas ce qui peut vous arriver quand vous sortez de chez vous. Vous ne savez pas si vous allez avoir un accident, si vous allez tomber dans la rue, si vous allez faire une hypoglycémie. Donc, ça peut arriver à n'importe quel moment. Et vous arrivez à l'hôpital, vous n'avez personne. Donc, on vous soigne d'abord, vous vous réveillez après, vous pouvez avoir les moyens de régler votre facture avant de sortir. Mais il se pourrait également que vous soyez en incapacité de le faire. Et là, ce sera apprécié, ce sera évalué. Comme vous le savez, il y a le dispositif de l'assurance maladie qui est là. On sait ceux qui sont les pauvres extrêmes qui bénéficient gratuitement du panier de soins de base. On va évaluer pour voir si vous êtes éligible à ça. Et si vous n'êtes pas éligible à ça, avec l'administration, on s'entend avec vous si vous n'arrivez pas à payer pour que vous puissiez déterminer comment vous allez régler la facture après. Mais on vous aurait déjà fait le plus gros. Vous êtes déjà sauvé, vous êtes en vie. Et le reste, on peut gérer ça après. Effectivement, quand vous regardez bien la chose, vous allez vous dire, mais et tous ceux qui de mauvaise foi pourraient ne pas payer. Il faut trouver un mécanisme derrière. Je peux vous dire que le gouvernement travaille derrière pour voir comment est-ce que, de façon conjointe avec les autres sectoriels, on identifie les mécanismes pour assurer le recouvrement des frais qui ont été engagés. Dans tous les cas de figure, le gouvernement a mis le milliard en place pour s'assurer que, nonobstant le fait qu'il puisse y avoir des gens qui ne paieraient pas, que les hôpitaux ne soient pas en rupture de stock pour ne plus assurer la continuité des soins. C'est vraiment ça, le primum movens. La main info, les informations africaines. La page Afrique de cette édition est assurée par Ruth Daguet. Bonjour. Bonjour Nativité Yéoumé.
Nous démarrons la page Afrique du journal par la Centrafrique. La mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en Centrafrique, MINUSCA, a officiellement retrocédé la base de Mbaïki à l'État centrafricain. La cérémonie s'est tenue mercredi 10 juin 2026 en présence des autorités locales, des partenaires et de la MINUSCA ainsi que du corps diplomatique. En remettant ces bases au gouvernement, la MINUSCA transfère également plusieurs responsabilités aux autorités nationales, notamment la sécurisation des zones concernées, la protection des civils, l'appui aux autorités administratives ainsi que l'entretien de certaines voies de communication. Cette base de Mbaïki comprend des infrastructures d'entraînement, des tours de garde, des points d'eau ainsi que des groupes électrogènes. En Afrique du Sud, 12 personnes ont été tuées dans la nuit du mardi 9 au mercredi 10 juin 2026 dans un bidonville de l'est de Johannesburg. 9 hommes et 3 femmes ont perdu la vie dans une fusillade dont le mobile n'est pas encore identifié. 10 personnes sont également blessées. Le responsable policier affirme que les assaillants ont pénétré les lieux et commencé à tirer directement avant d'être récupérés par un véhicule impliqué dans l'affaire. Les fusillades sont récurrentes en Afrique du Sud et les autorités peinent à réguler les armes à feu en circulation. À Maradi, dans le sud du Niger, a eu lieu le 9 juin la cérémonie de signature d'un accord de consolidation de la paix et de prévention des conflits entre agriculteurs et éleveurs en ce qui concerne l'exploitation de la vallée du Goulbi. La signature de cet accord est l'aboutissement de 8 mois de discussions conduites par le Centre pour le dialogue humanitaire. Ces engagements concernent les communautés Peul, Touareg et Aoussa. Ils interviennent après plusieurs années d'affrontements meurtriers qui ont endeuillé de nombreuses familles. Merci à vous, Ruth Daguet. Le sport. La main info, la Ligue des sports. La Coupe du Monde 2026 démarre ce jeudi 11 juin 2026. À l'ouverture, le Mexique affronte l'Afrique du Sud. Mais quelle chance pour les pays africains dans cette Coupe du Monde. Le sujet était au centre de l'émission Lama Info matin de ce jeudi sur la voie de la Lama. Les deux invités, Désiré Sourou et Boris Ronsonon, pensent que l'Afrique peut bel et bien tirer son épingle du jeu. L'Afrique ne restera pas les bras croisés. L'Afrique aura son histoire écrite. Souvenez-vous, en 2014, Coupe du Monde 2014 avec l'Algérie, l'espoir de l'Algérie. En 2022 également, avec le Maroc qui a sorti le grand Portugal, qui était, je dirais, la France qui lui a barré la route. Le Maroc aurait autrement écrit l'histoire de l'Afrique. Cette fois-ci, avec la présidente Khan qui a fait au monde entier des rebondissements, surtout avec ce retrait en griffe, ce retrait présumé de la CAN, de la coupe, du trophée de la CAN chez les Sénégalais. Le Sénégal particulièrement va essayer de laisser son encre, parce que vous savez, tout récemment, toute cette procédure judiciaire qui a entouré la fin de la CAN, le Sénégal va se dire, mais écoutez, beaucoup avaient sous-estimé ma capacité de faire, donc c'est le moment plus que jamais de montrer au monde entier que le Sénégal sait fabriquer le football, va essayer de titiller les grandes nations. De l'autre côté, nous avons le Cap-Vert qui est à sa première participation un exploit dans l'histoire du football capverdien, avec un résultat qui n'est pas aussi à négliger. Je parle des différents résultats de la phase éliminatoire. Je pense qu'on aura quelque chose à mettre sous la dent. Également de l'autre côté, le grand Ghana qui a raté la CAN, mais qui a chippé, qui a essayé d'arracher sa clé pour la Coupe du Monde. Le Ghana aussi est là. Nous avons également l'Afrique, on a parlé de l'Afrique du Sud tout à l'heure. Le Maroc aussi, avec
cette volonté étouffée de devenir coûte que coûte championne d'Afrique, le Maroc va se dire, mais écoutez, j'ai échoué à la porte du tribunal, mais il faut que j'écrive mon histoire, je dirais, au sein même de cette Coupe du Monde. Je pense que les Africains auront leur mot à dire, même si Trump souhaite aujourd'hui que les Africains partent parce qu'il estime que ils sont là pour salir son pays. Bon, voilà, je pense que l'Afrique a une histoire écrite. Elles doivent se forcer et elles ont les armes pour aller loin. Parce que avoir les grands joueurs de notre continent qui jouent dans de grands clubs européens et sur d'autres continents, si tout cela se met dans la tête qu'ils veulent aller défendre non seulement le nom de leur pays, mais aussi un continent, je crois qu'ils ne vont pas se laisser faire. Et il est vrai, les pays africains sont tombés dans des groupes relevés, hein, avec de grands noms de pays comme Brésil, Portugal, Angleterre, Croatie, et la France. Mais cela ne veut rien dire sur papier. C'est sur papier que ces noms sont ronflants. Sur le terrain, les pays africains ont déjà monté par le passé qui pouvaient damer le pion à ce pays-là. Rappelons-nous, en 90, le Cameroun avait battu l'Argentine de Maradona. En 94, le Nigeria avait battu la Bulgarie. En 98, c'est le Nigeria qui a fait la fête à l'Espagne. En 2002, c'était le Sénégal. Voilà. Du grand Zidane. Donc, il y a 4 ans, c'est le Cameroun qui a battu le Brésil. Et le Maroc avait éliminé et l'Espagne et le Portugal. Donc, ces pays africains, ils ont leur chance à saisir avec les joueurs de talent qu'ils ont là. Moi, j'espère que quelques pays africains, bon, pas eux tous, parce que quand on prend les pays qui peuvent aller loin, quand on prend par rapport à leur palmarès, par rapport à leur histoire, on peut compter déjà le Maroc, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et l'Égypte et dans une même mesure le Ghana. Les autres, bon, ils ont aussi leur mot à dire, mais les pays sur lesquels on peut compter, ce sont ceux-là que je viens de citer. Et le Cap Vert, attention, le Cap Vert qui est à son baptême plutôt. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le rendez-vous est pris pour ce soir donc, pour suivre cette rencontre d'ouverture entre le Mexique et l'Afrique du Sud, qui va remporter donc cette première journée. On attend de voir. Cyril Kouadji, c'est lui qui est resté à la partie technique de cette édition, une édition co-présentée avec Ruti Daguet. Merci d'avoir été des nôtres. À bientôt.